Bonjour à tous. Donc je me présente tout de suite. Moi, je suis Marie Poposka. Je fais partie de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Donc, je fais partie de l'équipe d'organisation de cet événement. Et donc, je suis ravie de vous accueillir dans cet atelier dédié à la sécurité et l'hydrogène. Nous avons les timings assez stricts. Donc, a priori, on a 1h10. On va voir. Donc, je vous propose sans tarder de commencer. Le sujet est vaste, c'est un sujet qui a été proposé par les comités de pilotage de l'événement. La sécurité, on en a parlé aussi de l'acceptabilité de l'hydrogène. On a travaillé sur la possibilité de réunir les experts, les personnes qui représentent les différentes structures et aussi les entreprises qui pourront nous témoigner de leurs retours d'expérience. Et la première question que nous aurons à poser, ça sera la question posée à M. Bruno Desbrais, expert chargé des missions de certification à l'INERIS. Pourquoi, lorsqu'on parle de l'hydrogène, il est important de parler de la sécurité? Pourquoi c'est important? Et quelles sont les mesures de prévention que notamment l'INERIS propose? D'accord. Donc, pourquoi parler de sécurité avec l'hydrogène? Parce que c'est un enjeu important finalement sur le développement de ces technologies, et c'est un enjeu parce que l'hydrogène finalement c'est un gaz qui intrinsèquement a des propriétés dangereuses qui rendent sa manipulation dangereuse dans les installations industrielles ou dans les véhicules et dans toutes les nouvelles applications. Et donc vis-à-vis de ces propriétés dangereuses, on va devoir mettre en œuvre des démarches de sécurité et de maîtrise des risques que je vous décrirai après, mais je vais commencer par ses propriétés. La première, c'est que l'hydrogène est un gaz inflammable. C'est un gaz inflammable qui, en plus, a une plage d'explosivité, c'est-à-dire une gamme de concentration entre lesquelles le mélange air-hydrogène est inflammable, explosif, qui est très large. C'est la plus large, finalement, des gaz industriels. Donc ça va de 4 à 75% d'hydrogène en mélange dans l'air. On a un mélange inflammable dans lequel une flamme peut se propager et générer des effets thermiques et des effets de surpression. Autre particularité, l'hydrogène, c'est un gaz très sensible à l'inflammation. Son énergie minimale d'inflammation, donc la quantité d'énergie qu'il faut apporter pour initier cette flamme, est très faible, c'est 17 microjoules en mélange stoichiométrique dans l'air. Si on compare avec celle du méthane, par exemple, on voit qu'il y a un facteur plus de 10 entre les deux. Le méthane, on est en fait à plus de 250 microjoules pour l'enflammer. L'hydrogène, c'est aussi un gaz qui, quand la flamme se déplace dans ce mélange, elle se déplace plus rapidement et en fait elle va générer des effets de pression plus importants. Là encore, vous avez sur ce tableau que je présente dans la diapo, là, la comparaison entre la vitesse de flamme d'une vapeur d'hydrocarbures ou de méthane, où on est à peu près à 50 cm par seconde. L'hydrogène, à l'état au repos, on est à 3,3 mètres par seconde, donc on voit qu'il y a déjà un facteur important de multiplication de cette vitesse. Et en fait, lorsque l'hydrogène est dans un état turbulent, parce que la flamme rencontre des obstacles, par exemple, ou parce que l'explosion a lieu dans un jet, cette flamme est encore accélérée et peut atteindre des vitesses supersoniques. Donc, on peut atteindre des régimes de détonation, ce qui génère des effets de surpression très importants. L'hydrogène a aussi une particularité qui est qu'il a une flamme qui est à la fois très chaude, mais peu visible. En fait, c'est pour ceux qui ont eu l'occasion, par exemple, de visiter la plateforme des sapeurs-pompiers à Aix-en-Provence, ils ont des démonstrations de jets enflammés d'hydrogène. Vous entendez un gros bruit parce qu'il y a la flamme qui se déclenche et que ça fait du bruit à cause des turbulences, mais vous voyez absolument rien. En fait, la flamme ne rayonne pas dans le spectre visible, ce qui présente un danger, par exemple, pour les intervenants comme les pompiers, parce qu'ils peuvent se trouver d'un coup en contact avec cette flamme. Ils n'ont pas de moyen de sentir la flamme comme on peut l'avoir sur d'autres flammes d'hydrocarbures. Et puis, dernière difficulté liée à l'hydrogène, c'est l'interaction de l'hydrogène avec les matériaux, qui n'est pas complètement neutre. L'hydrogène a une capacité à diffuser dans les métaux
et à fragiliser certains métaux et donc à les rendre plus sensibles, par exemple, à la fissuration, à la fatigue, à la corrosion sous contrainte. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, finalement, parler de sécurité pour l'hydrogène, c'est important, et surtout, c'est important de se dire que l'hydrogène, c'est pas finalement un gaz inflammable combustible comme un autre, c'est un gaz inflammable combustible qui a des propriétés dangereuses qui le rendent, sur certains aspects, plus difficile à maîtriser que d'autres gaz. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas maîtriser les dangers, mais ça nécessite une démarche particulière, des précautions particulières. Ça, c'est les propriétés dangereuses. Ensuite, on a les risques. Finalement, qu'est-ce qu'on redoute principalement dans un système à hydrogène? En fait, il y a deux scénarios principaux. Le premier, c'est la fuite. Donc, on libère de l'hydrogène dans l'air. Et à cette occasion-là, on crée ce fameux mélange inflammable. S'il y a à ce moment-là une étincelle, une source d'inflammation, on va avoir soit une explosion si l'hydrogène a eu le temps de se mélanger à l'air, soit un feu torche si l'hydrogène ne s'est pas mélangé à l'air, et on va avoir une flamme. D'ailleurs, on peut avoir l'explosion suivie d'un feu torche si la fuite continue à être alimentée. Et donc, dans les deux cas, on va avoir des effets thermiques qui peuvent être importants, éventuellement moindres d'ailleurs que pour d'autres hydrocarbures, parce qu'on n'a pas cet effet de rayonnement. Donc, à une certaine distance de la flamme, on a moins de risques que pour un feu de propane, par exemple. Et puis, des effets de surpression si on a eu une explosion, et qui sont renforcés si on a un confinement qui vient faire que la pression peut monter dans le confinement jusqu'à ce qu'il cède. Et là, les effets de pression sont encore plus forts que si l'explosion a lieu en champ libre. Donc ça, c'est une première famille de risques. Et deuxième famille de risques, c'est celle qui est liée à un autre aspect de l'hydrogène dont je n'ai pas encore parlé, qui est le fait que, comme c'est un gaz qui est très peu dense à pression atmosphérique, pour pouvoir le stocker dans des volumes raisonnables, on est obligé de le stocker à très haute pression. On peut aussi le stocker à l'état liquide ou éventuellement dans des hydrures, mais je dirais que la majeure partie actuellement des applications implique le stockage de l'hydrogène à haute pression dans des réservoirs. Et ces réservoirs, ils sont sensibles à des agressions thermiques. Si j'ai un réservoir dans un feu, il finit par éclater. Et comme il y a de l'hydrogène dedans, après l'éclatement, j'ai en plus une boule de feu. Si j'ai une surpression interne qui est générée par le procédé avec lequel je remplis mon réservoir, je peux aussi avoir un éclatement de réservoir. Et puis, si j'ai un projectile qui vient impacter mon réservoir, je peux aussi avoir un éclatement. Et à chaque fois, je vais avoir des effets de surpression, des projectiles, des effets thermiques. Donc, il faut se protéger contre ces risques. C'est possible, et l'industrie sait le faire, puisque l'hydrogène, ça fait longtemps qu'on le met en œuvre. Les challenges qu'on a, c'est éventuellement de savoir faire ça dans des nouveaux systèmes qui ne sont pas les systèmes industriels conventionnels. Par exemple, les véhicules. Si je prends la question de l'impact, un réservoir dans un véhicule, il peut être en danger en cas d'accident, donc il faut qu'il soit bien protégé par le véhicule. Et donc là, je vous ai un peu récapitulé les grands principes de maîtrise des risques que l'on va retrouver à la fois dans toutes les démarches de maîtrise des risques industriels et finalement au cœur de toutes les réglementations qui vous seront présentées après par les collègues de l'ADREAL. Et le premier point qui est essentiel et à rappeler sur tous les projets, c'est qu'il faut évaluer les risques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux systèmes à hydrogène qui se ressemblent, et donc on doit à chaque fois se poser la question pour un système particulier, une installation particulière, de quels sont les risques, comment ils se développe dans ce système en particulier, faire des analyses de risque et sur la base de ces analyses de risque, mettre en place une maîtrise des risques qui soit vraiment adaptée. Et après, on va retrouver la prévention des fuites, éviter les confinements, ventiler pour diluer au maximum les fuites si jamais il y en a, et pour éviter la formation d'atmosphères explosives, détecter,
supprimer les sources d'inflammation, mettre en œuvre, alors associé à la détection des moyens de fermeture automatique, de coupure des énergies, protéger les enceintes par des évents d'explosion, respecter les distances d'éloignement. Et puis pour les réservoirs, c'est pareil, il va falloir les protéger contre l'incendie, il va falloir les protéger contre les impacts, il va falloir les protéger contre les surpressions. Et puis, en cas d'agression thermique, éventuellement, on envisageait de libérer l'hydrogène, parce qu'on préfère toujours avoir une flamme qu'un réservoir qui éclate, par exemple, et respecter des distances d'éloignement. Et moyennant la mise en œuvre de tout ça, en fait, on peut tout à fait maîtriser les risques des technologies de l'hydrogène, mais il est indispensable de faire tout ça, ou en tout cas de mettre en œuvre des démarches de maîtrise des risques qui s'appuient sur tous ces axes que j'ai présentés là. J'en arrête là et je passe la parole au suivant. Merci beaucoup, Bruno. Alors, l'objectif n'était pas vous faire peur, bien sûr. C'était le contraire, pour démontrer qu'aujourd'hui, les risques sont déjà très, très bien connus. Ils sont maîtrisés aussi par les industriels. Par contre, aujourd'hui, il y a un enjeu très important avec la massification de développement de l'hydrogène, de poursuivre de manière cohérente l'information et le développement de compétences. Mais avant de passer à la question de formation, je vais inviter donc les représentants de l'ADREAL, Gaëtan Josse, qui est chef de service délégué prévention des risques industriels, climat, air, énergie, et sa collaboratrice Carole Courtois, référente hydrogène pour les risques industriels, qui vont nous parler du rôle de l'État dans la régulation de cette question de risque. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Une fois qu'on a posé effectivement ces différents dangers de l'hydrogène et puis les principes de maîtrise des risques qu'on peut appliquer pour y faire face, l'État a bien sûr mis en place toute une réglementation pour assurer que les intérêts protégés sont bien maîtrisés. Et dans la région, c'est la DREAL qui est en charge de l'application de cette réglementation, donc c'est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Et vous avez toute une série d'inspecteurs qui va, c'est de manière générale dans l'industrie, qui va à la fois autoriser et puis contrôler les installations en faisant des inspections. Donc c'est le rôle de l'ADREAL qui est au plus près du territoire puisque vous avez des implantations dans chaque département. Et donc le but un peu de cette présentation, c'est de vous expliquer à la fois comment on agit et quelles sont les réglementations qui sont applicables en ce qui concerne l'hydrogène, et puis de vous inviter, si jamais vous avez des projets, bien sûr, à nous contacter en amont pour qu'on puisse réfléchir ensemble à la façon dont on peut maîtriser les risques dans votre installation. Donc moi, comme l'a dit Marie, je suis responsable du service à la fois prévention des risques industriels et climat et énergie. On a 2 volets et l'hydrogène se trouve vraiment au carrefour de ces différents enjeux, puisque d'un côté, on va chercher à maîtriser les différents risques que peut avoir l'hydrogène à la fois quand on le distribue, quand on le stocke, quand on le fabrique. Et en même temps, l'hydrogène, on le sait, a un intérêt certain en termes de vecteur énergétique, de décarbonation de l'industrie également pour le climat et puis de mobilité. Donc à l'ADREAL, d'un côté, on va essayer d'accompagner les industriels pour maîtriser les risques et les contrôler, et puis on va aussi pouvoir promouvoir cette nouvelle technologie. Donc ça nous intéresse beaucoup d'être ici aujourd'hui. Donc je vais peut-être laisser la parole à Carole Courtois qui va vous expliquer comment ça marche concrètement la réglementation en ce qui concerne l'hydrogène, puisque quand vous avez le concept, c'est que quand vous avez une installation qui peut porter atteinte à l'environnement, à la sécurité des biens des personnes, à la nature, vous allez devoir demander une autorisation suivant la typologie d'installation que vous proposez. Et donc, il y a toute une nomenclature. Et donc, l'hydrogène, elle fait partie de cette nomenclature à travers différents types d'installations. Et vous avez ensuite des prescriptions qui sont applicables. Donc, je vais laisser Carole vous les présenter. Merci, bonjour à tous. Donc du coup, d'un point de vue risque, que ce soit risque chronique ou risque accidentel, on cote les différentes activités ou les différents stockages de matière selon des rubriques à 4 chiffres. Donc pour l'hydrogène, en fait, on a plusieurs types de rubriques. Donc on va
côté d'une manière différente le stockage, c'est la rubrique 4715 en ce qu'on appelle les installations classées pour la protection de l'environnement. Donc en fait, on a différents seuils. Donc plus il y a de quantité d'hydrogène stocké, plus la réglementation est compliquée et on a des couches de réglementation et on va de l'installation qui peut être non classée, c'est-à-dire que si vous avez moins de 100 kg stockés d'hydrogène, vous n'avez aucune démarche de ce point de vue-là. On commence ensuite à une déclaration où c'est sur le site internet service public, vous déclarez votre dossier, c'est-à-dire que vous vous engagez à respecter un texte et puis c'est tout. Et ensuite, on rentre dans les phases d'autorisation où il y a un dossier à déposer, il y a une instruction administrative qui peut prendre à peu près 1 an en moyenne. Et du coup, plus les quantités sont importantes, on passe des seuils, Seveso seuil bas ou Seveso seuil haut. Voilà, donc du coup, dès que vous avez des projets qui commencent à passer le seuil de l'autorisation, il y a un délai de rédaction du dossier qui vous est propre et il y a aussi un délai d'instruction. Donc là, du coup, il faut commencer à anticiper les choses et des délais qui ne sont pas forcément tout le temps compressables parce qu'on a de la consultation du public avec des délais prescrits par le Code de l'environnement. Donc en plus, pour le stockage, en fait, le texte, au niveau de la déclaration, qui est un texte national, il est de 98, c'est-à-dire qu'à l'époque, tout ce qui était mobilité n'existait pas encore. Il est très axé hydrogène industriel pour des process industriels où il y a des personnes H24 qui sont ici et pas forcément aux nouveaux enjeux, principalement liés à la mobilité où le stockage, il vit sa vie. Alors, il est télésurveillé, il y a de la maintenance qui est régulière, mais il n'y a personne en H24 ou s'il y a du monde, c'est une personne lambda qui vient faire le plein de sa voiture et qui n'est pas du tout au courant des risques liés à l'hydrogène. Ensuite, on a la production d'hydrogène, donc ça se développe en cours. C'est actuellement pas encore très, très bien classé parce que la réglementation, elle suit aussi les évolutions technologiques pour essayer de faire des choses qui sont calées avec ce qui est faisable, qui deviennent ensuite des règles de l'art. Et donc, en fait, selon que la production d'hydrogène, elle est par un électrolyseur alimenté par des énergies renouvelables ou si on commence à aller sur d'autres technologies type thermolyse de biomasse, etc., ce n'est pas encore tout à fait les mêmes choses parce qu'on n'a pas les mêmes impacts. Donc voilà, donc ça c'est encore en cours de modification et la réglementation elle évolue, alors elle met un peu de temps à évoluer parce que c'est des consensus avec tout le monde, avec les producteurs, avec les industriels, avec la réglementation qui se met, donc tout ça prend un peu de temps. Pour tout ce qui est la distribution d'hydrogène, donc on va aller sur la rubrique qui s'appelle la numéro 1416. Donc là, c'est les stations de distribution en libre service, typiquement les stations de la Zero Emission Valley qui sont en train de sortir dans la région. Donc du coup, là, c'est en train d'être modifié parce que... En fait, un des points qui a été vu pour limiter les risques, c'est de limiter la quantité d'hydrogène qui est émise. Moins on a d'hydrogène qui part accidentellement, moins, on l'a vu, moins il y a de risque d'avoir un jet enflammé où la flamme sera plus petite, moins il y a de risque d'avoir explosion. Donc un des moyens qu'on a mis pour limiter ces risques-là, c'est de faire des limitations de débit. Donc on n'a pas pour le moment, on est limité à 120 grammes par seconde. Donc il y a des usages... type usage ferroviaire pour les trains à hydrogène ou des usages véhicules lourds où les 120 grammes seconde, on se rend compte qu'ils ne sont pas suffisants actuellement. Donc, il faut prendre en compte ces demandes pour ensuite évoluer. Et donc, ça, c'est pareil. En fait, cette rubrique-là, elle est en cours d'adaptation pour prendre d'autres usages. Et ensuite, on a une troisième rubrique qui est l'utilisation des chariots élévateurs plus dans les entrepôts ou des choses comme ça, où là, la quantité de rechargement, c'est 23 grammes par seconde. Donc, c'est 6 fois moins que pour les stations hydrogène. Donc, c'est pareil, c'est selon les technologies. Et en fait, dans ces textes, qu'est-ce qu'ils contiennent concrètement ? Ils vont contenir plusieurs barrières techniques de sécurité qui vont être les limitations de débit, les sécurités de coupure en cas d'arrachement de flexible, en cas de mise de problème, où en fait on va limiter au plus près possible la quantité d'hydrogène qui est émise. Il va y avoir des installations de la conception, on va éviter d'avoir des zones encombrées pour éviter que l'hydrogène il aille se glisser en quantité dans des petites zones où après il ne pourrait pas être dilué dans l'air. Si on stocke de l'hydrogène liquide, on a des prescriptions particulières, donc ça va être l'absence de fosse pour éviter que l'hydrogène liquide, pareil, aille se nicher dans
dans des petits coins. Il y a la mise à la terre de toutes les installations pour les risques liés à l'électricité statique. Et on a aussi des barrières organisationnelles qui peuvent être des boutons d'arrêt d'urgence où quelqu'un qui est là, il peut couper tout de suite l'installation en plus d'une détection au cas où la détection ne marcherait pas. On a des consignes d'utilisation parce que faire le plein d'un chariot élévateur à hydrogène, c'est pas faire le plein d'un autre type de matériel. Donc il faut savoir comment le faire, comment mettre en sécurité, quelles sont les étapes à faire. Et tout ça, en fait, est en train d'évoluer. Et donc, du coup, dans la région, en fait, donc, on a beaucoup de projets qui sont liés à la mobilité, qui sont plus petits, les quantités sont plus petites, donc les procédures administratives sont plus simples, donc ils sortent en premier par rapport aux gros projets industriels. Donc, c'est typiquement les stations de la Zero Mission Valley où on a instruit des demandes de dérogation parce que les distances d'éloignement, elles sont fixées par la réglementation. Mais ces stations-là, elles ont besoin d'être mises dans des zones où il y a du passage. Donc, elles auront des voisins. Donc, du coup, ça, c'est possible également. Et sur tout ce qui est industriel, là, c'est des projets plus gros avec des électrolyseurs qui ont des plus grandes capacités, du stockage qui va être augmenté. Donc ça, c'est en cours de finalisation, en cours de réflexion, notamment lié aux appels à projets de l'ADEME, où ça s'est décanté il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà. Donc là, ce qui est important, en fait, c'est que dès que vous avez des projets qui sont au seuil de l'autorisation ou qui sont dans des zones qui commencent à être un peu contraintes, où il y a beaucoup de monde à proximité, le plus simple, en fait, c'est de contacter les unités départementales de l'Adréal parce qu'en fait, alors, on ne va pas co-monter le dossier, hein, on va juste essayer dès le début de bien le cadrer pour qu'ensuite, toute la partie instruction administrative, elle se passe le mieux possible et le plus rapidement possible. Et ensuite, le but, c'est vraiment d'éviter des échanges ou des points d'achoppement parce que si le projet il est déjà tout monté et que certains points sont un peu tendancieux, c'est compliqué après de revenir dessus. Alors que si tous les projets, en fait, dès le début, vous avez encore un peu de possibilités et que nous, on vous dit ce qu'il faudrait faire, c'est toujours plus simple à s'adapter. Voilà, c'est vraiment le point à retenir. Merci. Merci beaucoup. Même si ça peut paraître un petit peu compliqué, toutes ces arrêtés ministériels, toutes ces prescriptions, c'est aussi pour qu'il y ait une meilleure acceptabilité parce que le jour où il y a eu un accident et qu'il y avait quelques prescriptions qui n'étaient pas respectées, ça peut tout de suite porter un gros coup à la filière hydrogène, alors que si jamais on essaye de tout bien cadrer grâce à une réglementation qui est un peu cohérente, ça marchera mieux. Merci beaucoup, Gaëtan et Carole. Donc on voit bien ces rôles régulataires et rassurants de l'État. Là, vous avez deux photos, on voulait vous montrer un peu, parce que l'Adréal, elle est aussi engagée dans les projets directement. En 2015, donc avec le projet Highway, l'Adréal était parmi les premiers acheteurs de véhicules de Kangoo à l'hydrogène à l'époque. Donc ça, c'est la première Kangoo devant le siège de l'Adréal. Et puis aussi, il y a des élus locaux qui jouent un rôle particulier, qui prennent parfois les risques aussi pour amorcer des projets. C'est important, puisque au départ, les projets hydrogène, effectivement, la question de rentabilité, elle n'était pas encore là. Donc dans le cadre du projet ZEV, c'est un projet qui m'est un peu particulièrement cher parce que je suis en Savoie. C'est un élu local qui a porté un peu le projet de la station de la Motte-Servolex, donc près de Chambéry, où effectivement il y a eu beaucoup d'appréhension au départ sur la question des risques. Et il a été très très bien accompagné. Notamment, il a travaillé beaucoup avec les pompiers et avec les industriels également, et avec l'État, avec la région, etc. Voilà, donc la régulation, la réglementation, elle a aussi besoin d'évoluer. C'est-à-dire qu'elle est naissante, la filière est récente, et c'est un process dynamique. C'est pour ça qu'on voudrait entendre Rémi Courbin, qui représente France Hydrogène, donc l'association des industriels au niveau national. Dans quelle mesure vos actions, effectivement, peuvent influer la réglementation et comment vous traitez cette question des risques ? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci Marie. Merci pour votre invitation. Effectivement, donc, Bruno et les personnes de l'Adréal ont très bien présenté les risques liés à l'hydrogène et tous les enjeux autour de la prévention des risques sur les projets à l'échelle régionale mais également nationale. Mon propos ici, ça va être surtout d'adresser comment on adresse ces enjeux effectivement au sein d'une filière industrielle en développement.
Donc comment on s'assure en fait d'un déploiement de toutes ces technologies hydrogène, donc dans la mobilité, dans l'industrie, mais également dans l'énergie, dans l'industrie. Comment on s'assure de ce déploiement en toute sécurité? Eh bien, effectivement, ça passe déjà en premier lieu par une réglementation qui est adaptée et qui doit garantir un niveau de sécurité et de maîtrise des risques suffisant pour les porteurs de projets et pour les utilisateurs derrière, sans pour autant effectivement freiner le déploiement technologique et pouvoir concrétiser toutes les ambitions qu'a la filière hydrogène, comme à savoir les 6,5 gigawatts d'électrolyse qui sont prévus dans la stratégie nationale, plus de 5 à 10 000 camions d'ici à 2030. On a une certaine ambition dans la filière hydrogène et il faut que ça passe par une réglementation bien adaptée. Donc c'est ce qu'on s'attache à faire au côté France Hydrogène, notamment via notre groupe de travail sur la réglementation et la sécurité. C'est comment adapter ce cadre réglementaire qui s'applique vraiment à l'ensemble de la filière et de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Comment on adapte les réglementations existantes, comment éventuellement on en crée de nouvelles sur certaines technologies. Donc c'est un travail qu'on a mené notamment l'année dernière qui pour le compte du Conseil national de l'hydrogène, donc qui pilote la stratégie française de l'hydrogène, qui visait à faire en fait un recensement des besoins d'évolution réglementaire pour s'adapter justement aux nouveaux usages de l'hydrogène. Donc c'est un travail qu'on a mené tout au long de l'année et qui aboutit et qui va aboutir à un certain nombre d'actions et également d'autres groupes de travail sur des sujets un peu plus spécifiques au sein de France Hydrogène, mais pas que, bien entendu. Donc c'est un travail qu'on a mené avec toutes les filières industrielles concernées, donc dans la mobilité par exemple, la mobilité routière avec les véhicules légers mais également les véhicules lourds, mais également avec les acteurs du ferroviaire, du maritime, du fluvial, de l'aviation également, et également des filières industrielles avec les cimentiers, les sidérurgistes. Donc voilà, on a un paquet de besoins d'évolution réglementaire sur lesquels il faudra travailler donc à court, moyen et long terme, donc avec les services de l'État, mais également tous les acteurs concernés par l'hydrogène. Donc ces travaux, donc il y en a un certain nombre qu'on est en train de mener aujourd'hui au sein de France Hydrogène et avec les services de l'État et l'INERIS également, qu'a mentionné Carole notamment. Donc sur les évolutions des arrêtés des ICPE, donc sur la 14-16, la distribution, par exemple, là, on prévoit un projet de nouvel arrêté ou d'arrêté modifié en début d'année prochaine. Suivront à ça donc des travaux sur la 47-15, donc qui elle traite du stockage d'hydrogène et donc qui est, on va dire, un périmètre d'usage un peu plus large que celui des stations hydrogène, ce qui fait qu'il va falloir en prendre en compte effectivement, et c'est un peu la difficulté, toutes les spécificités de stockage selon les usages qui figureront dans cet arrêté-là. Et également une troisième réglementation donc sur la 34-20 qui est la fabrication d'hydrogène en quantité industrielle. Et bien, il va falloir travailler effectivement sur cette clarification en fait, de la quantité industrielle qui peut pour l'instant apporter un manque de visibilité aux porteurs de projets sur le fait qu'ils soient ou non classés en autorisation ou pas sur une production d'hydrogène alors qu'une quantité n'est pas précisée. Voilà. Donc on pense à travailler sur notamment des seuils pour l'électrolyse, mais effectivement il faudra prendre en compte d'autres technologies comme la pyrrhose et gazéification ou la thermolyse de biomasse. On a également des travaux, je ne vais pas tous les faire, mais vous les avez ici, mais sur des procédures d'adaptation, par exemple sur des contrôles de réservoirs pour la maintenance des bus, donc la maintenance des réservoirs de bus, mais pas que, également des chariots et toute mobilité. On a aujourd'hui à peu près une trentaine de bus qui circulent en France à hydrogène. Et donc, on est déjà en train de travailler sur les procédures de contrôle qui sont à N plus 2 ans ou N plus 3 ans déjà, et qui vont nécessiter une adaptation en fait, aux spécificités de l'hydrogène, aux réservoirs de l'hydrogène. Donc ça, c'est un travail qu'on mène notamment avec le CETIM. On a ici un travail sur les énergies temporaires et l'utilisation d'hydrogène dans l'événementiel.
puisque voilà, de plus en plus on a des applications de fourniture d'énergie temporaire, que ce soit pour des chantiers, de l'événementiel, des expositions, avec des technologies à hydrogène qui nécessitent des stockages et donc qui aussi ont affaire aux réglementations qu'on a mentionnées précédemment et qui, donc on cherche à essayer de voir comment ces usages et ces réglementations en fait, vont pouvoir peut-être s'adapter à des usages temporaires notamment. De fourniture d'énergie temporaire. Donc tout ça, c'est vraiment de la réglementation, on va dire un besoin immédiat quelque part, c'est-à-dire que c'est déjà des applications qui existent. Ensuite viennent des travaux à plus à moyen terme, on va dire, et long terme, sur notamment le maritime et le fluvial. Donc par exemple, le maritime et le fluvial, c'est notamment des réglementations qu'il peut y avoir au niveau européen. Et on voit déjà des projets de bateaux et de navires en France qui émergent. Donc on a un premier retour d'expérience et on travaille à comment ce premier retour d'expérience peut être valorisé au niveau des réglementations, qui sont, donc, comme je disais, au niveau européen, mais également au niveau mondial. Et sur l'aérien, effectivement, à plus long terme, on a également un certain nombre de sujets. Donc ce pack réglementaire, c'est tout ça ce qu'il a mis en évidence. Mais effectivement, pour adresser bien les enjeux de sécurité, il ne faut pas s'arrêter à la réglementation, bien entendu, il faut aller au-delà et mettre en place en fait, le cadre, notamment sur le partage et la valorisation du retour d'expérience. Bruno l'a très bien dit, on dispose déjà d'un retour d'expérience assez conséquent du fait des usages, on va dire anciens et actuels, de l'hydrogène dans les raffineries et dans la chimie. Les enjeux de sécurité vont être notamment effectivement sur les nouveaux usages, donc dans les mobilités, mais également dans l'industrie et des usages énergétiques. Et donc le but, ça va être de mettre en place le cadre pour justement valoriser ce retour d'expérience. Donc sur les nouveaux usages, on va avoir donc des enjeux notamment techniques avec donc par exemple des discussions qu'on mène lors de journées sécurité. Donc on avait organisé une journée sécurité pas plus tard que mardi dernier pour justement un peu discuter de tous ces enjeux. Donc comme je disais, des enjeux techniques, par exemple pour discuter des bonnes pratiques dans le cadre des analyses de risque, des meilleures hypothèses à prendre sur les sujets, sur la détection, la ventilation. Enfin voilà, il y a un certain nombre de sujets qu'on aborde. Des enjeux technologiques sur vraiment les technologies qui permettent d'assurer une sécurité de l'usage de l'hydrogène, comme les fusibles thermiques, les TPRD, mais également des détecteurs d'hydrogène et d'autres technologies à venir. Mais on a également des enjeux plutôt organisationnels, c'est-à-dire comment on gère dans un projet, comment gérer un incident. C'est ce qu'a mis en lumière notamment notre dernière journée technique. Voilà, c'est comment on a des premiers retours d'expérience sur la façon dont ont pu être gérés certains événements, certains incidents, comment on apprend de ces incidents et comment on le diffuse au sein d'une filière entière. Donc c'est tout l'intérêt de ces journées sécurité. Et enfin, des aspects au niveau de la communication. On voit également qu'il y a un besoin d'information effectivement et de connaissances sur les acteurs qui participent au projet, bien entendu, mais également, par exemple, avec le voisinage entourant le projet, un projet de station, par exemple, ou de stockage d'hydrogène. Voilà, on apprend donc de ce retour d'expérience et on décide d'actions à mettre en place donc avec les participants à ces journées. Et on a d'autres actions, effectivement, donc un partenariat qu'on vient de faire avec GESIP. Donc nous, France Hydrogène, GESIP, c'est le groupement d'experts de la sécurité de l'industrie pétrolière. Donc c'est eux qui bénéficient d'une bonne expérience de valorisation du retour d'expérience, et notamment auprès de filières industrielles comme France Chimie ou l'UFIP, et voilà, qui nous aident justement à bien valoriser et que ça diffuse aux bonnes personnes, et que voilà, les enjeux qui sont traités lors de ces réunions puissent aller jusqu'à la personne qui va être confrontée tous les jours à l'hydrogène. Donc voilà, on travaille avec eux sur ça, également sur des réglementations sur les canalisations, et également sur des guides d'intervention ou des guides, par exemple, sur l'entrée de véhicules à énergie alternative. Donc peut-être demain, il y aura des camions qui transporteront de l'hydrogène, des camions ADR, qui rouleront également à l'hydrogène. Comment on intègre ces véhicules-là dans des sites industriels. Voilà, on va travailler avec GESIP sur ça. Et eux, on va travailler également sur, avec donc les services annexes ou complémentaires, comme les pompiers, travailler auprès des SDIS. On voit qu'il y a
une hétérogénéité, on peut dire, de connaissances sur l'hydrogène au niveau des SDIS, certains qui connaissent très bien le sujet et d'autres un peu moins, et comment on met tout le monde au bon niveau d'information. Donc on a des membres chez nous comme l'ENSOSP, l'École nationale des officiers sapeurs-pompiers, qui nous aident à ça, et on travaille avec les services côté État, de la Direction générale de sécurité civile et la gestion des crises sur le sujet également. Et enfin, travailler également avec les services de l'État, bien entendu l'INERIS, mais également avec les DREAL pour essayer d'avoir une bonne adéquation entre et bien faire en sorte qu'effectivement les porteurs de projets puissent s'adresser en amont de leur projet au DREAL local sur leur projet afin de ne pas avoir de potentiel déconvenu. Et enfin, un dernier enjeu que je ne vais pas aborder ici, mais c'est tout l'enjeu qui en découle, c'est-à-dire comment on met tout le monde au bon niveau de formation sur l'hydrogène. Et donc ça, on a également un groupe de travail qui est dédié pour répondre à ce besoin. Merci beaucoup. Merci Rémi. Je vous propose de prendre peut-être une ou deux questions. S'il y en a qui ont envie de les poser tout de suite, je vous invite éventuellement, si quelqu'un souhaite poser à chaud. Oui. Essayez peut-être de... Je vais voir si avec le micro, mais essayez. Donc en fait actuellement, elle n'a pas encore été modifiée. C'est compliqué de trouver un seuil parce que le seuil, dans la 3420, l'électrolyse, elle est mentionnée. Après, on voit qu'il y a d'autres techniques qui arrivent. Les autres techniques, elles n'ont pas les mêmes problématiques que les électrolyses. Pour le moment, nous, ce qu'on nous dit d'un point de vue national, c'est faites du cas par cas tant qu'on n'a pas cette note qui est validée. Et en fait, pour avoir traité des dossiers où on nous demandait l'électrolyseur de savoir s'il était classé ou pas à autorisation, nous, ce qu'on demande à chaque fois, c'est de nous fournir l'origine de l'électricité. Est-ce que c'est de l'électricité verte? Est-ce que le réseau est mis en tension par ce projet-là? Quelle est la quantité d'eau qui va être consommée? D'où vient cette eau? Et est-ce que cette eau, finalement, le fait de prendre cette eau-là, est-ce qu'elle met en tension d'autres usages de l'eau? Parce qu'on a vu cet été avec les canicules que l'usage de l'eau, ça commence à être un sujet qui est sensible et qui le sera de plus en plus. Donc le but, c'est pas que l'électrolyseur vienne mettre en difficulté un secteur qui est déjà. Et c'est sur la base en fait, de ces justificatifs-là où nous, on décide actuellement c'est classé ou c'est pas classé. Une deuxième question éventuellement. Véronique Nissan, du groupe ADECO. Moi, je voulais revenir sur le dernier point que vous n'avez pas pu développer, monsieur, sur les formations nécessaires, justement, quand on travaille sur un site qui manipule ou stocke ou distribue de l'hydrogène. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas d'habilitation spécifique. Est-ce qu'on va vers quelque chose de cette nature? Quelle est la tendance? Effectivement, c'est tout l'enjeu justement auquel on tente de répondre dans ce groupe de travail sur les compétences et métiers d'avenir. Donc sur ça, on a pu sortir déjà 2 documents qui visent à qualifier en fait les métiers dont aura besoin la filière et quelle formation auront besoin ces métiers. Donc pour faire rapidement, on a identifié à peu près 84 métiers qui seront nécessaires dans la filière hydrogène demain. Une certaine part de ces métiers sont déjà qualifiés, notamment en tension. Et par rapport à ces métiers-là, on en a fait une analyse un peu plus poussée sur quels sont les besoins en formation. On a identifié 6 segments ou 6 groupes de formation communs. C'est-à-dire 6 groupes de métiers qui ont à peu près le même besoin de qualification justement sur l'hydrogène. Et c'est un travail qu'on va poursuivre notamment sur un appel à projet, sur un projet pour lequel on a candidaté à l'appel à manifestation d'intérêt sur les compétences et métiers d'avenir dans le cadre de France 2030, sur lequel on a été reçu. Et donc on va poursuivre un peu cette étude qui va viser à analyser complètement l'ensemble de ces métiers. On n'avait pas pu le faire. On avait étudié à peu près 60 métiers sur 80 et on va également qualifier un peu plus en profondeur cette criticité en fait de chaque métier et analyser un peu plus en profondeur également ces 6 groupes dont je mentionnais, quel va être ce besoin commun pour les métiers. Donc, et ensuite, on a un 3e axe, c'est sur justement les besoins en formation. Donc on va essayer, alors cette fois à l'échelle régionale, de justement
s'assurer en fait de la bonne adéquation entre l'offre de formation qu'il va y avoir à l'échelle régionale et les besoins par rapport aux ambitions également de la région. Voilà, donc ça c'est le troisième axe au niveau de l'appel à projet et voilà, on en discutait encore avec la personne de Symbio ici sur on a d'autres problématiques à également prendre en compte dans ces enjeux de formation, et ce sera la certification, peut-être la création de formations certifiantes, les besoins en bord d'essai pour des formations, d'autres sujets. Il existe déjà un certain nombre de formations, l'INERIS ici pourra en parler éventuellement, auprès d'acteurs, notamment sur les questions de sécurité. Voilà, je pense à l'APAV, à l'INERIS, Bureau Veritas, qui dispensent déjà des formations qui sont déjà certifiantes, on va dire. Et donc nous, on va tâcher de justement s'assurer qu'il y ait une bonne adéquation entre ce dont on aura besoin, ce dont on a déjà besoin, et ce qu'il va falloir, ce qui sera nécessaire de créer pour ça. Je ne sais pas si Bruno vous complétez. Bruno voudrait compléter, oui. Merci. Oui, peut-être la spécificité de l'hydrogène, c'est que c'est un gaz inflammable et donc on se retrouve avec la problématique ATEX. Et donc déjà par rapport à ça, il faut que le personnel soit formé pour intervenir en zone ATEX et éventuellement qu'il soit formé pour maintenir le matériel ATEX. Donc il n'y a pas d'obligation stricte de formation spécifique dans la réglementation. Mais il y a déjà dans la réglementation, dans le Code du travail, quelqu'un qui rentre dans une zone ATEX doit être formé. On ne dit pas exactement comment. Et après, certains organismes, dont l'INERIS, ont développé des formations spécifiques, notamment pour les gens qui travaillent à la maintenance. Et on est actuellement dans le cadre d'un projet qui s'appelle Génio, donc en Occitanie, en train de développer de la formation certifiante pour les gens qui vont faire de la maintenance de systèmes à hydrogène, en parallèle à d'autres choses qu'on fait avec Symbio, mais là je laisserai plus Symbio en parler dans le cadre de la Symbio Academy. Merci beaucoup. Je propose que les questions suivantes, on prendra soit par Slido, soit à la fin de la session. Et nous passons à la partie industrielle. C'est important de savoir comment ça se passe en industrie concrètement, comment les questions de risque, comment vous adressez les questions de risque, comment vous travaillez cette culture de la maîtrise des risques en interne. Alexandre Serpolière, les responsables de la sécurité chez McPhy, et Kelly Girona, la directrice générale et la directrice technique des Inologie. Je vous invite tout de suite à nous faire votre retour d'expérience. Merci Marie, merci à vous tous d'être ici. Effectivement, la sécurité, je pense, c'est un enjeu majeur pour l'avenir de l'hydrogène. Donc pour moi, cet atelier est très important et je suis très content d'être ici pour vous en parler. Je vais commencer par introduire McPhy. McPhy, c'est donc une société française qui se situe à Grenoble, dont le siège social est à Grenoble, pardon. Et on a aussi des filiales à Berlin et en Italie. On a 2 gammes de produits. On peut passer au slide suivant. Je vais aller assez vite. On a 2 gammes de produits. On travaille à la fois sur la partie production d'H2 avec des électrolyseurs alcalins et sur des stations de distribution. L'idée derrière tout ça, c'est d'adresser le marché, 3 marchés, l'industrie, la mobilité et l'énergie. Donc on a déjà des projets sur ces 3 marchés, on est déjà acteur sur ces 3 marchés. Personnellement, je suis arrivé à McPhy il y a 3 ans, j'ai une culture oil and gas, je viens de l'oil and gas, et quand je suis arrivé à McPhy, on m'a demandé de mettre en place la sécurité des systèmes, de les installations, à partir de cette culture que j'avais acquise donc, dans l'oil and gas. On peut passer au slide suivant. Je vais essayer d'être très synthétique, et si vous avez des questions, on les prendra un peu plus tard. Donc pour nous, pour McPhy, l'objectif de la sûreté de fonctionnement, il se décline en 3 volets. Il y a un volet technique, un volet management et un volet humain. Concernant le volet technique, le but ultime, c'est d'assurer en fait une conception sur nos installations. En tant que fabricant d'installation, mon devoir, il est en fait de gérer le risque, on va dire le danger pour l'instant, au niveau de la conception du produit. Donc moi, je vais très peu travailler finalement sur le volet atténuation des conséquences, mais beaucoup plus sur le volet probabilité qu'un phénomène dangereux arrive. Donc pour ça, je vais faire donc, des analyses de risque
J'ai des outils qui sont déjà établis et qui sont utilisés par l'industrie oil and gas notamment, mais par aussi d'autres collègues de l'hydrogène. On va utiliser donc les analyses de risque. Ces analyses de risque vont me permettre de définir en fait s'il y a nécessité de rajouter des mesures de maîtrise des risques supplémentaires et de valider aussi le design. Au niveau management, pour moi, c'est un volet aussi très important, puisque une fois que le design il est conçu et qu'il a été conçu et qu'il est estimé comme étant sûr, il faut aussi qu'il soit accepté. Donc accepté déjà par ma direction, dans le sens où si j'ai nécessité de faire des modifications de design, ça peut avoir un impact coût-délai qui peut être important. Donc ça veut dire qu'il faut que je justifie, il faut que je démontre que c'est nécessaire. Et j'ai tous ces outils qui me permettent de faire ça et de présenter en fait ce que je souhaite faire à la direction et pour que la décision soit prise de faire ou pas ces modifications. J'ai aussi donc du coup la partie présentation du travail qui a été effectué à nos clients, puisque le client à terme sera la personne qui va utiliser nos installations. Donc pour qu'il l'utilise de façon sûre et pour qu'il sache à quoi il est confronté, j'ai besoin d'indirectement le former et de le rassurer sur la méthode que nous avons mis en œuvre pour s'assurer d'avoir maîtrisé le risque suffisamment correctement. Et enfin, il y a d'autres volets au niveau management. J'ai mis ça dans le management, mais c'est tout ce qui est participation en fait, au groupe de travail. On est notamment avec le groupe de travail France Hydrogène. Et aussi coopération, je dirais, au niveau métier, intermétier, avec les différents départements de la société, puisque en fait, concevoir une installation sûre, ça demande de travailler avec tous les métiers, puisqu'on peut concevoir une installation sûre en changeant, je sais pas, de la tuyauterie par exemple, ou en changeant de matériaux, en définissant en fait, le produit différemment. Enfin, si on fait tout ça, c'est essentiellement pour assurer en fait la sécurité des personnes qui vont utiliser nos installations, des personnes aussi qui vont graviter autour de l'installation. On va... Il n'y a pas de problème. Je suis d'astreinte. Et du coup, l'idée, c'est au final de démontrer que notre installation elle a été conçue avec un niveau d'exigence en termes de sécurité le plus élevé possible, afin d'expliquer, de rassurer. Et c'est mon rôle en tant qu'industriel, non seulement de concevoir, mais aussi de prendre en compte tous les dangers qui ont été évoqués précédemment par mes collègues. Et ensuite, d'expliquer à nos clients, au management, aux personnes, à tous les acteurs qui gravitent autour de l'H2, qu'on peut contrôler en fait, qu'on peut maîtriser ce danger et le rendre acceptable. C'est ça le but ultime. Je vais laisser donc la parole à Kelly, qui va un peu plus rentrer dans certains détails. Oui, très macro aussi. Merci Marie de m'avoir fait participer aujourd'hui et d'être là parmi vous. Donc bonjour à tous. Du coup j'en profite pour présenter Inologie sous forme de 2 slides parce qu'on m'a demandé de le faire. Sinon j'allais rentrer dans le vif du sujet. Donc Inologie c'est une société qui existe depuis 6 mois. On est deux cofondateurs. On a 2 BU. Donc la première BU c'est celle que je vous présente ici. C'est une BU qui a pour vocation de produire industriellement la MEA, ou la ME en français, qui est l'assemblage membrane-électrode. Ce composant est un composant clé dans différents systèmes hydrogènes qui sont assez importants. On entend beaucoup parler aujourd'hui des piles à combustible PEM, basse température. Donc c'est ces systèmes-là en fait, qui vont convertir l'hydrogène en énergie électrique dans les véhicules. Voilà. Et puis, on va le retrouver, ce même composant, avec une morphologie, une composition un peu différente dans la partie électrolyse. Donc, électrolyse PEM, toujours, pour produire l'hydrogène.
Et donc cette BU travaille sur un procédé innovant hein, de production de plusieurs centaines, voire des milliers, dans un premier temps, de mètres carrés de ces membranes, et pour servir justement de nouvelles applications, notamment les applications qu'on va retrouver dans le transport lourd et qui ont des exigences différentes que celles des véhicules légers. Donc, je pourrais revenir dessus, n'hésitez pas aussi à poser des questions par la suite. Et donc la deuxième BU, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc on peut avancer d'un slide, Marie, s'il te plaît. Non. Marie ? Oui, si, c'est bon. Merci. Oui, c'est bon. Et donc voilà, la deuxième activité de notre société, hein, celle qui nous prend beaucoup de temps, c'est la partie consulting en ingénierie système. Donc là, c'est une équipe pluridisciplinaire de différents architectes avec des cœurs de métier un peu plus spécifiques qui ont la connaissance, car ils ont l'expérience dans le développement et la validation de systèmes hydrogène et qui se proposent d'accompagner des industriels du domaine pour développer et valider leur système. Donc là, j'ai représenté nos 6 cœurs de métier, donc les activités sur lesquelles on travaille. On propose des services en architecture système, en sûreté de fonctionnement, donc qui est l'objet de ce premier atelier. La partie modélisation et contrôle-commande, qui est indispensable sur ces systèmes assez complexes. On a un volet réglementation et certification, donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on a déjà les personnes autour de la table, et une partie test et validation. Et donc, pour travailler sur ces activités-là, on propose des méthodes dans lesquelles moi j'ai eu avec lesquelles j'ai travaillé dans le passé, puisque je viens de McPhy, je viens de Symbio, je viens d'Air Liquide, voilà, j'ai pas mal d'années d'expérience dans le domaine. Et donc, ça a permis de mettre en place des méthodes de travail et des référentiels qui nous permettent d'aller plus vite et de façon robuste dans nos designs et nos validations. Donc voilà, ce troisième slide, c'est pour le représenter. Alors, une des particularités, c'est que ces méthodes de travail et vraiment ces études de détail et de validation, et ben en fait, les référentiels qu'on met en place pour vraiment travailler sur ces activités sont peut-être assez similaires d'une application à une autre. Et donc, les domaines de compétences sont très proches. Donc, on applique le fameux cycle en V. Ça vous semble peut-être un peu ancien. Mais voilà, pour le représenter, on a une première phase où vraiment on va aider nos clients à comprendre leurs attentes et à les retranscrire sous forme de cahier des charges. Donc, vraiment bien exprimer le besoin. Ce qui va nous permettre, à partir de ce cahier des charges, de bien spécifier en fait le système et les sous-systèmes qui vont construire ce système-là. On va réaliser la conception à l'architecture du produit. Et puis, on va aller jusqu'à l'étude de détail. Donc, ce qu'on met en valeur ici, c'est l'articulation qu'il y a avec la sûreté de fonctionnement. Donc, comme mon collègue de McPhy vous l'a dit, la safety, c'est ce qui nous permet au jour d'aujourd'hui, en plus de faire des études vraiment et de quantifier et de maîtriser les risques, c'est d'avoir un design robuste, c'est-à-dire robustifier nos process et nos méthodes de validation. Ensuite, une fois qu'on a fabriqué ça, on va remonter le cycle en V et là, on va tester unitairement l'ensemble de nos composants. On va tester leur intégration dans l'environnement. Chaque domaine d'application a un environnement différent qui correspond à des exigences. On va pouvoir valider le système suivant les exigences initiales et enfin pouvoir livrer un produit qui va être en fait quelque part conforme à des règlements qui sont obligatoires, bien sûr. Donc il faudra qu'on les liste et qu'on les valide tout au long du projet. Puisqu'en fait, une fois que le produit est sur le marché, pour être vendu, il faut qu'il soit conforme à tous ces règlements. Donc voilà, nous on travaille sur tous ces items-là et je suis disponible pour toutes vos questions. Merci beaucoup, Alexandre et Kelly. Nous avons une possibilité de prendre une question. Si jamais vous souhaitez profiter tout de suite, je vois que... Allez-y, monsieur. Dans le contexte où on a l'ambition de faire des gigafactories, donc de parler de gigawatts, etc., avec des électrolyseurs qui sont parfois même multi-mégawatts, comment on associe le risque ATEX et ces grosses puissances électriques? Est-ce qu'on maîtrise les technologies sur d'aussi grosses puissances pour limiter le risque ATEX en mettant en présence du coup le risque de l'électricité, autant de puissance électrique et l'hydrogène produit? Je vais répondre. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui veulent répondre, peut-être Bruno, non, je sais pas. Tu peux compléter. Ça marche.
Donc par rapport à ce sujet-là, effectivement, donc McPhy travaille sur ce domaine, hein, sur l'électrolyse de l'eau. On a des projets de grande envergure avec donc multimégawatts à des stacks de taille importante. Aujourd'hui, le risque ATEX, la manière dont on le gère, c'est déjà en séparant les zones où il y a potentiellement des fuites d'H2 qui peuvent être importantes. Donc c'est notamment les ballons de séparation, où là on va avoir des quantités d'H2 qui sont importantes. Donc on va les séparer des zones où on a des sources d'électricité importantes. Donc typiquement on va les séparer du stack. Le stack, c'est l'équipement où l'électrolyse de l'eau prend place. Donc on va séparer, en fait, on va faire des zones ATEX et non ATEX. Et ensuite, concernant la zone non ATEX, on va essayer de faire en sorte que l'équipement qui est le plus consommateur d'électricité, c'est donc le stack. On va faire en sorte que la ventilation autour du stack soit suffisamment importante pour éviter en fait l'accumulation d'H2. Donc on gère comme ça en fait. On gère en prévention et en séparant les différentes zones. Donc c'est une barrière physique. Bruno, est-ce que tu souhaites compléter ? Non, j'ai finalement pas grand-chose à rajouter. C'est-à-dire que effectivement, le principe, la question, c'est quels sont les éléments qui sont susceptibles de fuir à haut débit. Et effectivement, ça va être plutôt au niveau des gros volumes sous pression. Donc c'est plutôt les séparateurs. Et là, il faut définir une zone ATEX autour ou les éloigner idéalement des éléments qui ne peuvent pas être ATEX. Et puis pour les autres, effectivement, la ventilation, c'est le moyen de prévention. Toute la difficulté, mais on en a reparlé encore l'autre jour dans la journée sécurité actuellement sur l'ATEX, c'est d'avoir le retour d'expérience sur les matériels pour pouvoir définir des scénarios qui soient les plus réalistes possibles. Et l'enjeu, c'est trouver les bonnes surfaces de fuite pour pouvoir après dimensionner la ventilation pour qu'elle permette effectivement dans tous les cas de réduire le volume d'ATEX à un volume qui est sans danger. On n'arrivera jamais à ne pas avoir d'ATEX entre un point de fuite et l'air libre, mais tout l'enjeu c'est à travers la ventilation faire en sorte que le volume résiduel qu'on a qui serait susceptible de créer une explosion soit tellement petit que ça revienne à... Enfin, ça n'ait aucune incidence sur l'installation. Et puis après, détecter aussi, maintenir, faire en sorte que l'installation ne se dégrade pas au fil du temps et ne présente pas des risques de fuite. Donc c'est aussi un enjeu. Il n'y a pas d'équipement spécifique à ATEX comme le pétrole-commande ou la basse tension au niveau électrique? Alors, l'hydrogène, c'est un gaz particulier d'un point de vue de l'ATEX. Il y a 3 classes de gaz, 3 groupes de gaz, 2A, 2B, 2C. 2A, en gros, c'est le méthane, 2B, c'est plus le propylène, et 2C, c'est l'hydrogène, caractérisé par son énergie d'inflammation très faible, mais aussi par le fait que la flamme passe à travers des interstices de très faible épaisseur. Donc, le matériel ATEX qu'on va mettre en œuvre pour l'hydrogène, il doit être certifié pour ce groupe de gaz. Donc il est spécifique. Les exigences sont un peu plus fortes. On utilise effectivement du matériel ATEX dans les zones ATEX. C'est du matériel spécifique. Après, on peut avoir des sources d'inflammation qui viennent d'autres, qui sont des origines encore plus... quand on fait pour comprendre un arbre de cause sur un incident, typiquement sur l'oxygène, dans les électrolyseurs, l'oxygène peut rapidement s'enflammer avec la présence de corps gras. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Et donc là, il faut mettre des clapets anti-coupe-feu. Je ne sais pas si on les a encore. Ce genre de choses. Les risques sont différents. Sur les électrolyseurs, c'est encore plus... Oui, ouais. Et il y a des risques internes aussi qui sont des risques d'explosion, mais on n'est plus dans le cadre de l'ATEX. Typiquement, les risques de mélange oxygène-hydrogène à l'intérieur des réservoirs, parce qu'en amont, on a eu un problème sur l'électrolyseur. Il y a eu un accident il y a quelques années en Corée, dramatique. Donc il y a vraiment un enjeu très fort sur s'assurer qu'on n'a jamais d'oxygène dans l'hydrogène, et inversement... D'où les analyses de risque, vraiment identifier tous les scénarios possibles et imaginables.
Oui, et la bonne pratique, enfin, vous l'avez là, effectivement, j'aime bien ce schéma, parce qu'on voit Je bien vous aussi l'enverrai. que l'analyse de risque, elle intervient à plusieurs étapes. Ouais, oui. À la conception générale, on fait déjà une analyse préliminaire des risques. Déjà les risques majeurs. Et puis après, à chaque étape, finalement, on va encore plus loin dans l'analyse de risque pour vérifier que tout est maîtrisé. Et ce qu'on a l'habitude de faire aussi, c'est toujours avoir un regard externe, donc de parties non prenantes, hein, qui en plus, une fois que la société a réalisé tout ça, elle réalise une sorte d'audit. Et donc, dans ce cas-là, on travaille... Anne est là aussi, hein, de chez Decra, elle pourra vous expliquer un peu aussi ce type d'analyse. Merci beaucoup pour ces échanges. Malheureusement, nous allons continuer. Nous avons nos dernières 10 minutes. Les barrières et la question de gestion, il y a les parties des risques, il y a les parties techniques, mais il y a aussi la question humaine que vous aviez évoquée plusieurs fois, les questions de formation et comment les industriels s'emparent aussi de cette question. J'invite maintenant Jean-Baptiste Balif, le directeur de la Symbio Academy, qui va nous présenter comment ça se passe côté Symbio, quel est votre engagement là-dessus, et aussi que j'invite à conclure notre session. Et ensuite, peut-être on aura encore le temps de prendre une question. Merci Marie, bonsoir, bonjour, bonsoir à tous. Avant de parler de... Ça marche pas? Si vous m'entendez, c'est bon. Ok, merci. Effectivement, avant de parler du côté humain, formation, compétences, je vais vous expliquer ce que c'est que la Symbio Hydrogène Academy. Donc voilà. Nous, on est donc Symbio. Vous connaissez, c'est une société industrielle qui fabrique qui fabrique des piles à hydrogène, des piles à combustible. Donc qui s'est tout de suite rendu compte de l'enjeu de formation de compétences. Donc là, je vais parler sous le contrôle de Kelly, parce qu'elle était là à l'époque. Mais donc, historiquement, on est une start-up, sauf que maintenant, on est 600. Donc on est en train de vivre une transition d'une culture. On a une forte culture entrepreneuriale, mais on est en grosse croissance, donc on est en train de changer, d'avoir un changement culturel, puis un changement de taille. Mais historiquement, c'était d'abord le besoin de développer des ingénieurs systèmes. Donc c'est Luc Rouvert, un des fondateurs, qui avait organisé un programme, gradué de programme, donc qui s'appelait Symbio Academy, où donc il y a eu trois générations. C'est un programme qui continue toujours, qui a formé par rapport à l'effectif de l'époque, ça fait à peu près 5% de l'effectif. Donc une douzaine de personnes. Donc Kelly d'ailleurs est, je crois, un membre, non? Tu étais la première promo. Non, les élèves. Une fois qu'ils avaient passé 2 ans en académie, ils venaient côté ingénierie. D'accord, donc tu récupérais une prescriptrice. Et donc c'était un programme d'1 an au cours duquel les ingénieurs développaient, en fait, ils avaient pour voir tous les métiers qui constituent la construction d'une pile à combustible, et ils fabriquaient un banc, en fait. Donc c'était un besoin interne. Et en fait, avec la croissance, on a eu un besoin externe. Et là, on s'est rendu compte, parce qu'on embauche entre 30 et 50 personnes par mois, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de formation. En fait, on a un vrai problème de compétences lié à l'hydrogène, de la mobilité. Donc c'est pour ça que je vous le mets. Voilà, on est le volet humain de la techno. Donc moi, sous forme de boutade, j'ai tendance à dire que je dirige une ESS, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, parce qu'on est une société à part. Bon, on est 3, donc je suis un salarié de Symbio quand même. L'objectif, c'est d'avoir un modèle économique, et pour l'instant, on vit grâce au financement de la région, de l'État aussi, parce que précisément, on a développé des programmes de formation. Donc là, ce que vous voyez, c'est un programme de retour à l'emploi qui est financé par la région. Aujourd'hui, les 2 tiers de nos opérateurs sont des gens qui étaient au chômage il y a 2 ans. Donc voilà, donc c'est ce programme qu'on a développé. Donc on a le côté opérateur, puis ensuite on a eu le plan d'investissement à venir, et c'est là qu'on travaille avec l'INERIS pour développer, en fait, comme on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme besoin, parce que si on dit qu'on a 100 000 emplois dans l'hydrogène en 2030, vous faites un calcul simple, vous divisez par 100 000 par 8, ça fait 12 500 personnes à former par an, donc dans les 8 années qui viennent. Et les former, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, en fait.
que ce soit opérateur, technicien, ingénieur, il n'y a pas grand-chose. Donc évidemment, tout le monde se met en ordre de marche. Et donc nous, tout de suite, on a eu cette vision de dire on va fédérer, on va structurer l'offre de formation, le complément hydrogène, puisqu'on est des industriels et qu'on maîtrise ce côté-là. Donc là, voilà, parenthèse. Donc il y a eu, parenthèse par rapport au débat sur la sécurité, si vous voulez, pour vous donner le contexte. Mais vous avez bien compris que les sujets sécurité, ils sont bien maîtrisés côté industriel. Donc là, ce que vous voyez, c'est le consortium. Hein. On a un programme pour construire 30 modules, donc c'est quasiment un master en hydrogène. Il y a déjà l'UTBM qui le propose. Donc on est en partenariat avec l'INERIS. On travaille donc avec l'ECAM, l'école des mines, et puis des sociétés d'ingénierie, LGM, Sphera et Sector. Donc pour produire d'ici fin 2024 un programme complet. Voilà. Mais ça c'est un aspect. Mais en fait, de manière plus générale, c'est, je pense que l'image d'après, c'est que il faut. Donc bon, ça c'est pour vous dire que on est une société industrielle. On a déjà enfin voilà, il y a un réel produit. Il y a 6 millions de kilomètres. On forme nos clients. On a aussi besoin de former nos fournisseurs. Et comme on fait du SAV, on se rend compte aussi que c'était votre question, madame, sur la certification et l'habilitation. En fait, on a des retours des garagistes qui disent les Kangoo, donc Gaëtan a cité les Kangoo. En fait, Symbio a d'abord été un constructeur. C'est-à-dire que Renault nous a donné les Kangoo, on faisait du rétrofit, on mettait une pile à 6 kW et c'était des Kangoo avec de l'hydrogène pour extension de batterie. Donc on a tout un service après-vente et des gens disent moi, comment je passe à un véhicule avec de l'hydrogène au banc ou comment je passe en cabine de peinture. Donc, on a tous ces gens. Donc là, on a vu bien la maîtrise sécurité, production de la filière hydrogène. En fait, et c'est là où je parle d'ouverture, c'est qu'il n'y a pas que tous ces gens-là. Toute la maintenance automobile, tous les gens qui sont confrontés à l'hydrogène, aujourd'hui, ils se posent des questions. Et c'est l'image d'après, parce que l'hydrogène fait peur. Donc, vous connaissez tous cette image. Donc ça s'est passé le 6 mai 1937, c'est le Hindenburg qui prend feu. En fait, ça, c'est les Concorde de l'époque. Donc si ça a beaucoup marqué, c'est parce que c'est le premier accident, catastrophe aérienne, qui a été retransmis en direct. On a des films, on a un enregistrement radiophonique, parce que c'était un tel événement, ça transporte une centaine de personnes, ça fait 250 mètres de long, les gens habitent à l'intérieur de la nacelle. Et donc c'était le Concorde, si vous voulez. Et donc c'était une liaison transatlantique entre l'Allemagne et les États-Unis. Et il a pris feu. Celui-là était à hydrogène. C'est très célèbre et ça tout de suite, ça a marqué fortement les esprits parce que ça a été radiodiffusé. En fait, c'est pas du tout l'accident de dirigeable le plus important, ni le plus meurtrier, mais parce qu'il a été radiodiffusé, eh bien, les gens tout de suite se disent hydrogène, c'est très dangereux, quoi. Et c'est dangereux. Bruno a expliqué les caractéristiques d'inflammabilité, mais c'est sous contrôle. Et c'est l'image d'après, donc c'est pour ça que je dis, l'hydrogène fait peur, mais il faut raison garder. Vous voyez, ça c'est le système d'identification de réglementaire américain sur les transports de produits dangereux. Donc vous avez en rouge le côté inflammable, en bleu l'impact santé, en jaune la stabilité, et puis en blanc les autres risques. Et ça compare donc l'hydrogène, le gaz naturel et le gasoil. Donc vous voyez que l'hydrogène, l'inflammabilité est à 4, comme le gaz naturel. Alors, on est d'accord que c'est la plus grande gamme, Bruno l'a bien expliqué, de 4% à 75%. Mais sur les autres secteurs, vous voyez que c'est plutôt jugé moins dangereux que le gaz naturel, par exemple. Par contre, dans l'esprit des gens, l'hydrogène, c'est dangereux. Le gaz naturel, c'est pas dangereux. Donc voilà, donc là, mon propos, c'est de dire qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'éduquer à la sécurité, c'est la première chose à faire puisque l'hydrogène fait peur, mais aussi d'éduquer plus largement le grand public. Donc c'est, je pense, l'image d'après. Voilà, donc on doit informer, éduquer, instruire. Si on veut avoir 100 000... Enfin, on dit qu'on aura 100 000 emplois dans l'hydrogène, il faut qu'on attire des gens dans l'hydrogène. Donc vous avez compris, le processus est sous contrôle. On a un gros vecteur, là vous voyez, c'est les 24 heures du Mans. Avec l'Automobile Club de l'Ouest, il y a un challenge hydrogène. On a toute aussi une activité avec la Formula Student, avec donc les écoles d'ingénieurs, centrale à une écurie. Donc il y a le dispositif Remède, la région, qui va promouvoir aussi une course à Transpolis. Donc, et ça, c'est aussi un formidable vecteur d'éducation à l'hydrogène. Parce que les gens, en plus, les gens qui vont à ce genre de course, c'est pas forcément des écolos qui veulent, ils s'intéressent à la voiture. C'est aussi un vecteur pour exprimer que l'hydrogène,
c'est maîtrisé, ça permet de faire rouler des voitures de course, quoi. C'est quand même puissant, et c'est des voitures qui tournent, hein. Donc voilà, Symbio Hydrogène Academy, on se propose un peu d'être le Coursera, si vous voulez, de la formation hydrogène. Alors, on n'est pas des experts de tout. Nous, on est sur la pile, on n'est pas sur l'électrolyse, sur le transport, la distribution. En revanche, compte tenu de la visibilité qu'on a, grâce à la confiance de la région, mais aussi de l'État et de nos clients, on est l'acteur français sur la pile à combustible. On a une grosse visibilité. On s'est dit, c'est notre rôle social d'éduquer, de construire les compétences de demain pour toute la filière hydrogène. Donc c'est pour ça que je dis le Coursera, parce que voilà, on a un module de formation qu'on fait avec Sector. L'idée, c'est de le distribuer. Voilà, donc on va se doter d'une plateforme pour distribuer largement. On travaille avec Cara, qui fait un gros travail d'éducation aussi dans les collèges, dans les lycées. Je discutais avec une association qui est en Aquitaine, et même l'Automobile Club de l'Ouest a des jeux, des choses toutes simples, pour former, parce que les gens qui vont travailler en 2030, aujourd'hui, ils ne sont pas encore entrés en 6e. Donc, tous les collèges, les lycées, leur faire comprendre avec des petites voitures, des jeux avec l'hydrogène. Voilà, il faut que j'arrête, je suis très bavard. Mais donc, c'était pour ouvrir le débat. Donc, il n'y a pas de problème de maîtrise. Hein, vous avez vu, voilà, il n'y a pas de problème de maîtrise. En revanche, il faut maintenant qu'on diffuse ce savoir. Donc, effectivement, l'information, l'éducation, parce que l'hydrogène fait encore peur. Et donc, si on veut avoir les compétences dont toute la filière a besoin, il faut les former. Et c'est la mission qu'on s'est donnée. Donc, aujourd'hui, on a 4 domaines de formation. Hein, vous savez lire, produits, matériaux, process, méthodes, outils. Alors, on n'a pas seulement une présence en France. Hein, donc, on a commencé évidemment en France, on est une société française, une société installée à Vénissieux, enfin en Rhône-Alpes, avec des antennes au Bourget-du-Lac, à Fontaine. On est aussi présent en Suisse. On est présent à San Diego aux États-Unis. Donc la partie opérateur, on l'a faite ici avec l'aide de la région, je vous en parlais avec l'IRI et l'AFPI. La partie technicien, on a trois partenariats avec des collèges en Californie pour convertir une filière de technicien moteur thermique en technicien moteur hydrogène. Donc là, c'est en cours. C'est en cours, c'est-à-dire qu'on va former des techniciens de 2024 à 2026. Hein, donc on met en place la filière et on développe aussi des partenariats en Allemagne. Donc voilà, donc on a une allonge européenne et l'idée, c'est de fédérer, de structurer, de distribuer. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci. Je pense vous avez droit à une question, si jamais c'est possible. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Je reviens un petit peu sur les premiers éléments d'échange présentés par Bruno et puis Carole de l'Adréal sur les distances d'éloignement, justement les distances de sécurité. Alors moi qui travaille beaucoup en analyse de risque sur des sites industriels où les distances de sécurité sont demandées justement pour des sites Céveso, où elles sont très contraignantes mais nécessaires. Ce qu'on disait, hein, la séparation, les distances physiques d'éloignement, c'est quand même une des barrières principales de sécurité. Comment justement on va vers une évolution de la réglementation pour des systèmes de stockage pour des véhicules, hein, je parlais de distribution d'hydrogène, vers des distances qui seront établies, qui seront incontournables, ou vers des choses qui seront justement toujours au cas par cas en fonction, entre guillemets, de la région, de la municipalité. Comment ça évolue en fait, ça ? Anne, tu te réfères surtout aux véhicules embarqués ? C'est juste une question. Ah. Donc après, je répondrai d'un point de vue qualification au crash. En fait, quand on fait la réglementation nationale, il y a des études de danger qu'on appelle génériques qui sont faites, où on essaye de prendre le maximum de cas, ou les cas qui représentent le plus possible la réalité du terrain. Et ensuite, c'est suite à ces résultats d'études de danger où nous, ça nous permet de définir les distances d'éloignement. Parce que le but, c'est qu'en respectant ces distances d'éloignement, on évite aux porteurs de projet de faire chacun une étude de danger, parce que son cas sera couvert par l'étude de danger générique. C'est pour ça que souvent, c'est des distances qui peuvent paraître un peu grandes, mais le but, c'est de prendre tout le monde en compte. Et après, on l'a vu, typiquement pour les stations de la Zero Emission Valley, en fait, les stations-service, elles se mettent dans des zones qui ne sont pas forcément très grandes. Et en fait, on peut, sur demande, étudier des dérogations à ces distances. Mais ces dérogations, elles sont, entre guillemets, pas gratuites. C'est-à-dire que si on sait qu'on va
toucher soit du personnel, soit autre chose, parce qu'on sera dans les zones d'effet en théorie, il faut mettre des mesures compensatoires pour du coup un peu protéger les riverains ou les passants ou n'importe qui du risque. Et donc ça s'étudie par contre au cas par cas, parce que du coup chaque situation peut être différente, les quantités peuvent être différentes. Nous on marche par seuil, mais entre par exemple, pour le site à déclaration, entre les 100 kg et les 1000 kg, c'est un facteur 10. Donc la quantité d'hydrogène réelle, elle a aussi son impact. Donc ça, par contre, oui, c'est typiquement de l'instruction au cas par cas. Et donc, même si on a des règles et qu'on essaye de travailler avec toutes les régions en harmonie pour qu'il n'y ait pas une distorsion entre différentes régions, ça reste un projet à un endroit instruit par des gens. Merci beaucoup. Je pense que malheureusement, nous devons arrêter. Merci beaucoup à tous, à nos intervenants et également à notre public. Pour ceux qui souhaitent, merci. Merci vraiment.